Mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'être des nôtres. Alors, toi qui es nouveau sur la page, laisse-moi te la présenter. Elle s'appelle bien évidemment Conseil agronomique Agronomic Council. Elle fait exclusivement dans des propositions de solutions en ce qui concerne la production animale et végétale. Alors, parmi les différentes recommandations apportées sur la page, il y a une qui est revenue plusieurs fois, qui concerne ici l'élevage cunicole. Et exclusivement pour vous, nous sommes déportés vers une ferme cunicole qui se trouve à Ifort et contenant un cheptel de près de 350 sujets. Nous avons rencontré le responsable ou celui qui gère le suivi et avec lui, nous aurons quelques éclaircies concernant l'élevage cunicole. Alors, la suite, c'est maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on vous présente? Ok, moi c'est Djoumessi Aimé Arnaud, ingénieur de formation spécialisé dans la zootechnie. Et dans le cadre de l'activité du jour, je suis le responsable chargé du suivi de cette ferme où nous nous trouvons actuellement. Merci. D'accord. Alors, monsieur Arnaud, nous tenons à préciser que vous êtes ingénieur agronome spécialiste en production animale. Déjà, nous vous remercions de nous avoir reçus en ce jour. Et avec vous et pour nos chers abonnés, vous allez, n'est-ce pas, donner des éclaircies en ce qui concerne le bâtiment en élevage cunicole. Vous allez réajuster certaines notions sur l'alimentation, sur la prophylaxie, beaucoup plus sur la prophylaxie biologique, et clôturer ici avec la reproduction. Alors, nous allons directement préambuler avec la notion du bâtiment. Alors, monsieur Arnaud, ou bien encore, permets-moi de te tutoyer, Arnaud, quelles sont les normes standards en ce qui concerne la construction des clapiers dans un élevage cunicole? Ok, merci pour la question. Déjà, je tiens à dire que je ne vais pas parler des normes standards parce que ici, c'est chacun qui écrit son livre. Vous voyez un peu. Beaucoup ont tendance à copier ce qui est dit sur le terrain, sur le net et tout et tout. Moi, je vais parler de ce que j'ai fait ici parce que c'est ça qui fait la particularité. Alors, déjà, ici, nous avons les loges d'engraissement qui ont été construites avec une dimension de 80 sur 80. C'est le premier clapier qui est juste là derrière. Et ici, nous avons les loges de reproducteurs qui sont construits avec une dimension de 70 sur 70. Pourquoi 70 sur 70? Ici, cela nous permet de dégager assez d'espace lorsque nous introduisons déjà la boîte à nids, comme vous voyez ici. Or, au préalable, lorsque nous venons de commencer, nous avons adopté la norme standard, comme vous avez dit, avec les loges d'une capacité ou alors d'une dimension de 60 sur 60, le tout premier clapier qui est là derrière. Mais nous avons constaté que lorsque nous installons déjà la boîte à nids, la femelle était obligée parfois de rester dans la boîte à nids pour boire de l'eau et pour manger. Cela entraînait des pertes à travers le piétinement de la peau après la mise de bas et consort. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux dimensions de nos loges. Maintenant, ici également pour résoudre plusieurs problèmes tels que le problème de durée du clapier, puisque nous savons que les lapins sont des rongeurs, donc ils aiment bien ronger. Vous avez constaté qu'on a limité au maximum l'accès ou alors le contact entre le lapin et le bois, raison pour laquelle vous allez voir nos planchers qui sont faits en grillage. Cela nous permet également d'éviter les problèmes tels que les déboîtements lorsque nous faisons le plancher en bois et tout le reste. Donc vous allez voir tous ces ajustements qui ont été faits et j'en passe. Merci. Alors, nous ne saurons parler du bâtiment, tant toutefois parler ici du choix des géniteurs. Avec vous, nous aimerons, n'est-ce pas, avoir un éclairci sur le choix des géniteurs. Quelles sont les races assez importantes pour la reproduction? Quelles sont les races ici qui ont un nombre de portées assez conséquentes? Alors merci. Une fois de plus, je ne vais pas parler du général, mais de ce qui se passe dans la ferme. Alors pour les reproducteurs en termes de mâles, nous avons mis en étroite ligne les fauves de Bourgogne. C'est les fauves de Bourgogne qui nous ont présenté ici des performances très appréciées en termes de reproduction. Nous avons les mâles qui ont des libidos très développés. Un mâle qui peut te saillir une femelle 4 à 5 fois avant de se reposer, contrairement aux performances que nous avons observées par exemple chez les mâles néo-zélandais qui après avoir tiré 2 coups, il est off.
si on peut dire comme ça en langage vulgaire. Alors pour ce qui est des reproductrices, nous avons les japonaises qui nous donnent des portées assez appréciables. Nous avons des portées qui vont jusqu'à 12 lapéros par misbah et également l'instinct maternel est assez développé. Nous avons également à côté des japonaises, nous avons cette femelle rage géante, papillon anglais, que vous pouvez voir là. Ici, son poids adulte va jusqu'à... Actuellement, elle est à 8 kg. Malgré cela, contrairement à ce que les documents nous disent que les rages géantes ne peuvent pas donner des portées au-delà de 6, elle arrive à 8. Et la dernière portée qu'elle nous a donnée, parce que là, c'est sa 4e portée qui arrive. La 3e portée, elle était à 10. Et sur les 10, elle a gardé 8. Donc, vous voyez que nous pouvons également faire de grandes choses avec nos rages géantes. Voilà, à côté également, nous avons les néo-zélandaises qui, certes, ne donnent pas de bonnes performances en termes de reproducteurs mâles, mais en termes de reproductrices femelles, les performances également sont à apprécier. Nous avons les portées moyennes qui varient de 9 à 10 également. Et l'instinct maternel est assez développé. Alors, Monsieur Djoumessi, permettez-moi Arnaud, je vous remercie déjà pour ce plus apporté. Certains éleveurs ont eu à mentionner en commentaire que le lapin, bien évidemment, est un pseudo-ruminant. Et beaucoup parmi ne nourrissent exclusivement du lapin avec du fourrage. Je voudrais savoir si c'est une bonne pratique, parce qu'il y en a ceux qui améliorent les conditions avec de l'aliment granulé, et il y a ceux qui donnent exclusivement l'aliment granulé, et il y a ceux qui donnent l'aliment granulé et le fourrage, et il y a ceux qui donnent exclusivement le fourrage. Alors, parmi ces croix identités, pouvez-vous nous donner, n'est-ce pas, l'élément ici favorable pour l'alimentation de nos lapins? Merci une fois de plus. Ce que je veux dire par rapport à votre question, c'est que l'agronomie, comme on le dit, c'est une science de localité. Et lorsqu'on décide de prendre un système où on nourrit les sujets exclusivement à l'aide du fourrage, il y a plusieurs conditions que nous devons prendre en compte. Notamment, nous ne pouvons pas nourrir un cheptel de 350 lapins avec du fourrage sans penser à la culture fourragère. La culture fourragère qui demande également des ressources en termes de temps, en termes d'argent également, et en termes de disposition à prendre. Ici, quand il n'y a pas de disposition à prendre, c'est au niveau également de la biosécurité. Il y aura encore tellement de choses à faire à ce niveau. Alors, la connotation idéale voudrait que l'alimentation soit faite à 80% à l'aide du fourrage et le reste des 20% complété par l'aliment concentré. Ceci nous permet justement d'être compétitifs sur le plan de la vitesse de croissance afin de pouvoir répondre promptement aux besoins et à la demande du marché. Donc ici, c'est ce que nous faisons. Nous avons un système qui se résume comme suit. Le matin, nous leur donnons de l'aliment granulé et puis dans l'après-midi, nous servons du fourrage qu'ils mangent durant toute la nuit. Et le lendemain, le matin, nous faisons le nettoyage, nous retirons ce qu'ils n'ont pas mangé et le même système reprend son cours. Alors, quelle est la particularité d'apporter du fourrage dans l'alimentation du lapin? Ok, comme vous l'avez dit, le lapin c'est un pseudo-ruminant, certes, mais aussi le lapin a cette contrainte. Si je peux parler, si je peux dire, je ne sais pas quel terme je vais employer, ce caprice au niveau de l'alimentation, oui, qu'il ne blague pas avec la cellulose. La cellulose qui ne peut pas être vraiment apportée en grande quantité dans le fourrage, dans l'aliment concentré que nous donnons, se trouve par ailleurs en grande quantité dans le fourrage que nous apportons. Raison pour laquelle nous conseillons, et ce que nous faisons ici, nous apportons du foin, c'est-à-dire de l'herbe séchée, à nos lapins au moins une fois par semaine, pour compléter donc et pour éviter cette carence en cellulose. Alors, vous allez, n'est-ce pas, nous éclaircir un peu, parce qu'il y en a plusieurs qui suivent fourrage, mais pouvez-vous nous donner peut-être 2 exemples de fourrage en graminées et en légumineuses pour que les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, comprendre de manière aussi simple ce qu'on entend ici par fourrage? Ok, bon, pour ce qui est des légumineuses, par exemple, pour les lapins, on a l'arachide fourragère, encore appelé arachide glabata. Et pour les graminées, nous avons tellement le panicum, le pénicetum, nous avons tellement. Mais sauf que pour l'élevage des lapins, il y a également les herbes que les lapins aiment beaucoup plus. Oui. Et en étroite ligne, nous avons les côtes de patates. Ils aiment l'estomac de patates, ils aiment tellement. Et aussi, nous avons cette plante qui ne pousse qu'en zone
humide, si on peut dire comme ça, beaucoup plus en zone pluvieuse. Ici, appelée herbe du lapin ou encore communément appelée Emilia plante. Vous voyez, avec les fleurs un peu blanches là, oui, le lapin aime vraiment ça. Donc du coup, avec ça, nous varions quand même maintenant pour obtenir du foin. C'est tout simplement le pénicétum ou le panicum que nous faisons sécher. Oui. Et ensuite, nous faisons des mottes que nous servons là. Merci beaucoup Arnaud. Comme d'habitude, vous avez, n'est-ce pas, les différents éléments ici pour pouvoir éclaircir nos questions. Alors, pour revenir, oh, le lapin, il va s'échapper, on dirait. Alors, pour revenir, n'est-ce pas, à ce qui concerne la reproduction, on voudrait bien savoir le sexe ratio, parce qu'il y en a plusieurs qui prennent n'importe quel lapin, ou bien qui prennent plusieurs lapins et les mettent, n'est-ce pas, dans la cage de la lapine. Ou bien, c'est la lapine qu'on met dans la cage du lapin, parce qu'il y a une confusion par rapport. Alors vous, donnez-nous un peu la bonne méthode à suivre. Alors, on vient avec la lapine, ou bien on vient avec le lapin. Vous devez savoir que nous sommes un pays en zone africaine, en plus au Cameroun. Je vais vous retourner la question, parce que je sais que vous êtes un joueur, nous sommes entre les hommes. Alors, je vais vous présenter deux cas de figure. Lorsque vous allez chez madame, et le deuxième cas de figure, lorsque madame vient chez vous. Dans ces deux cas de figure, où est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre territoire et dégagé? Bien évidemment, dans mon domicile. Tout à fait, parce que chez la dame, on se dit toujours, ah, peut-être le vrai tonton va arriver, parce qu'on sait que, on connaît tous, vous voyez un peu. Du coup, c'est pareil chez le lapin, lorsque le mâle est chez lui, il a marqué son territoire, il est le chef chez lui. Justement, quand la femelle arrive, le temps pour elle de mettre les marques, elle se soumet d'abord et puis lui, il a fait son travail. Or, lorsque le mâle part chez la femelle, il va d'abord perdre un peu de temps pour pisser un peu de partout, pour marquer le territoire, pour essayer de faire ses marques et tout, et durant ce temps, la femelle prend le dessus. Alors, dites-nous, après que la femelle, ou bien la lapine, ait eu, n'est-ce pas, ancrée dans la loge du mâle, et qui a eu cette saillie, nous le savons communément que la gestation a une durée de 28 voire 30 jours. Alors, beaucoup de personnes s'égarent à quel moment typique il faut introduire la boîte à nid dans la cage de maternité. Alors, éclaircissez-nous un peu sur ce cas d'espèce. Ok, par rapport à l'introduction de la boîte à nid dans la cage de maternité, vous devez savoir que si vous le faites très tôt, c'est-à-dire à moins de 2 semaines la mise bas, qu'est-ce qui se passe? La lapine utilise cette boîte à nid comme ses toilettes, elle va commencer à uriner et à faire les crottes à l'intérieur. Or, si vous calculez le bon moment, c'est-à-dire, généralement c'est 1 semaine avant la mise bas, si vous avez calculé la fourchette de 28 à 32 jours, là nous sommes donc au 23e jour où nous pouvons introduire la boîte à nid. Oui. Cela permet donc justement à la femelle de prendre des marques et tout, et vous allez voir, à moins, généralement c'est la veille, hein, à la veille de la mise au bas, elle va commencer à s'épiler pour préparer son nid à l'intérieur et tout. Question d'offrir à ces petits qui arrivent un environnement qui répond à certains critères, c'est-à-dire leur protéger contre la chaleur, leur recouvrir également des poils pour leur protéger contre les moustiques. Donc c'est là aussi il faut souligner, puisqu'ils sortent sans poils, ils sont nus et tout, ils sont à la merci des moustiques et tout. Alors, après mise bas, des personnes confondent souvent à quel moment il faut sevrer les lapereaux. Alors, dites-nous un peu, Arnaud, quelle est la période adéquate, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer le sevrage de nos petits lapereaux? Bon, une fois de plus, tout ceci dépend justement de l'alimentation sur laquelle vous avez mis le mère. Parce que vous savez, à partir de 2 semaines, les lapereaux commencent déjà à chercher à manger un peu et tout. Du coup, si vous avez mis le mère sur une alimentation qui couvre vraiment les besoins d'entretien et de reproduction de ces dernières, et en fonction également de la taille de la portée, généralement ici, qu'est-ce que je fais? À partir du 30e jour, je sèvre les lapereaux. Parce qu'à partir du 30e jour, ils ont déjà acquis des aptitudes et de l'autonomisation en termes d'alimentation. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà manger l'aliment sans toutefois téter et sans toutefois souffrir des problèmes d'indigestion. Donc tout ça dépend encore une fois de plus
et de l'alimentation que vous pouvez donner et également de la taille de la portée. Oui. Pourquoi la taille de la portée? Vous voulez savoir, lorsqu'une lapine peut-être met bas 4, 5, la peau sort étant vigoureux, costaud, ils grandissent vite. Or, lorsqu'on a une portée de 13, 12, ils sortent étant très minuscules, du coup, ils grandissent à leur rythme. Donc, à ce niveau, généralement, on pousse le sevrage jusqu'au 30e, 35e jour. Justement. Pour pouvoir, justement, permettre à la peau d'avoir assez de force pour pouvoir faire face à leur nouveau milieu, c'est-à-dire loin de leur mère. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors, nous serons parler du bâtiment, des reproducteurs, le choix génétique, le bâtiment, l'alimentation, et nous allons pleinement chuter au niveau de la prophylaxie. Communément, dans les élevages, nous retrouvons ici la prophylaxie synthétique. Ce que j'entends par prophylaxie synthétique, c'est des élevages où les éleveurs utilisent des produits synthétiques comme les vitamines ou bien les antibiotiques qu'il faut utiliser les produits chimiques. Alors vous, exclusivement, vous vous privez de cela, n'est-ce pas, pour donner des sujets assez performants ou bien pour pouvoir produire une meilleure chair ou bien une chair de bonne qualité. Alors, quels sont les différents produits biologiques que vous utilisez, n'est-ce pas, pour remédier à certaines maladies retrouvées dans la ferme Los Congeros? Bon, ici, avant d'arriver même aux produits synthétiques administrés au lapin, nous commençons d'abord par la biosécurité qui nous oblige à désinfecter le bâtiment à une fréquence de 2 fois par semaine. Cela nous permet de tuer les pathogènes qui espéraient même essayer de se développer. Une fois qu'on l'a fait donc, maintenant au niveau de l'alimentation, bon là c'est notre petit secret, disons qu'on fait confiance parce que là vraiment ce sont des longues années de recherche et tout. On ne va pas donner plus de précision par rapport au taux d'incorporation. Mais ici nous utilisons, nous incorporons dans l'aliment les noyaux de fruits noirs. Et nous savons que la zone qui en consomme beaucoup plus, c'est la zone de l'ouest. Donc nous nous ravitaillons à ce niveau les noyaux de fruits noirs que nous faisons, que nous portons à cuisson jusqu'à l'obtention de la cendre. Oui. Ou alors du charbon que nous écrasons et puis nous incorporons dans l'aliment. Oui. Cela joue un rôle d'antibiotique qui nous évite déjà les problèmes liés aux troubles digestifs, qui nous évite également les problèmes liés à l'infection pulmonaire, tout ce qui peut attaquer le système respiratoire du lapin. Oui. Donc cela nous permet justement d'être à l'abri de plusieurs pathologies. Et surtout, nous n'allons pas vous mentir que nous avons un gros problème au Cameroun. C'est la VHD. Oui. Donc, Dieu merci, il y a cela quelques années, je compte 1 an et demi à 2 ans, que le vaccin est enfin arrivé au Cameroun. Dans l'autre là, au moins, nous nous efforçons d'administrer le vaccin uniquement aux reproducteurs. Oui. Parce que les reproducteurs sont appelés à faire plus de 2 ans à la ferme. Or, les petits qui sont là pour l'engraissement, c'est 6, 5, voire 7 mois et puis sont vendus pour la consommation. Oui. Donc c'est un peu ce que nous appliquons en termes de prophylaxie. Alors, les maladies les plus récurrentes ici dans des fermes cunicoles sont celles de la gale, la coccidiose et le ballonnement. Alors, quelles sont les différentes méthodes que vous utilisez ici pour éviter la gale, le ballonnement et la coccidiose? Pour ce qui est de la gale vient de quoi? De la saleté. Tout à fait. Donc premièrement, il faut faire l'hygiène comme il se doit à la ferme. Oui. Et l'hygiène de la ferme passe d'abord par quoi? Par la qualité des constructions que nous faisons. Lorsqu'on fait des constructions où le lapin sera appelé à être en contact avec ses urines, la gale est inévitable. Tout à fait. Donc vous avez vu le système qui, avec des étages et des séparations qui ont des tôles, qui évite justement que les urines du lapin qui est en haut puissent atteindre celui du bas. Tout à fait. Avec ça, la gale est éradiquée. Tout à fait. Maintenant, pour le deuxième souci, vous avez parlé de la coccidiose. La coccidiose. Pour la coccidiose, je vous ai parlé des noyaux, des fruits noirs, oui, qui nous éradiquent déjà cela. Et également le fait que nous évitons l'aliment trop poudreux. Oui. Parce que lorsque l'aliment est trop poudreux, justement, vous voyez le système du lapin, les narines sont collées à la bouche. Oui. Avec l'aliment qui est trop en poudre, en voulant manger, il sera tout le temps. Bon, ce que d'autres font aussi, d'autres parfois
ceux qui n'ont pas cette méthodologie d'incorporer justement les noyaux, les fruits noirs, ils incorporent plutôt l'anticox dans l'aliment sous forme de poudre toujours. Oui. Cela permet d'éradiquer également, d'éradiquer cela. Mais dites-nous un peu, monsieur Arnaud, est-ce que ceux qui utilisent l'aliment pougreux peuvent mettre un peu d'eau pour pouvoir empêcher le lapin d'aspirer la poudre? Parce qu'ils ont cette habitude-là de manger uniquement peut-être les grains de maïs et laisser la poudre. Y a-t-il pas moyen peut-être d'humifier le milieu pour qu'ils puissent totalement manger, pour ne pas perdre en aliments? Vous savez, on dit souvent que là où il y a l'eau, il y a la vie. Alors vous mettez un aliment qui est censé faire parfois toute une journée dans la loge, parfois 5 heures de temps, et puis vous me dites mouiller l'aliment. Lorsqu'il est mouillé l'aliment, qu'est-ce qui s'ensuit après? C'est la fermentation. Qui dit fermentation nous renvoie à quoi? À intoxication alimentaire. Oui. Et qu'est-ce qui subit directement le système digestif du lapin et qui se manifestera par quoi? Par la production des crottes molles. Tout à fait. Donc c'est à éviter. Merci beaucoup pour cette éclaircie. Alors, concernant toujours la prophylaxie biologique, vous avez mis ici en évidence le Vernonia qui, n'est-ce pas, lutte contre la coccidiose. Vous avez mis en exergue ici le Nîmes qui est source d'antibiotiques. Vous avez mis en évidence le moringa qui est à la fois vitamine et antibiotique. Alors, tous ceux qui ont des questions, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, des suggestions, peuvent, n'est-ce pas, poser toutes les questions sur la page conseil agronomique et M. Arnaud pourra les répondre directement. Alors, M. Arnaud, je ne sais pas s'il y avait un plus peut-être à apporter que j'ai omis de poser, que peut-être vous voulez ajouter en plus, ou bien peut-être quelle est la somme minimale à pouvoir investir pour pouvoir lancer un élevage cunicole. À ce qui paraît, il est très rentable. L'élevage cunicole est très rentable et pour la petite histoire, cet élevage, je la commence en 2018-2019 du côté des Bolova avec 3 lapins, c'est-à-dire 2 femelles, 1 mâle. Vous avez vu, au bout d'1 an, je me suis retrouvé avec un cheptel de 150 lapins. Et compte tenu des contraintes où j'étais appelé à m'installer plutôt du côté d'Obala, il a fallu bien délocaliser la ferme. Donc vous voyez, et à l'époque j'avais conçu un clapier de 12 loges qui m'avait coûté 120 000. Je veux un clapier avec le même matériel. Et mes reproducteurs, c'était 10 000 unités, donc 30 000. Vous voyez, donc avec 150 000, tu lances ton activité sans problème. Tout à fait. Voilà. Comme plus, ce que je pourrais dire, c'est déjà saluer le promoteur de cette ferme, parce que sans lui, ceci ne devrait pas être possible. Là, j'attire l'attention également des promoteurs pour leur dire qu'ils ont également une partition très importante dans la réussite des activités. Lorsqu'un promoteur est ouvert à la recherche, ouvert aux innovations, je pense que ça donne le résultat que vous voyez ici. Donc cela s'adresse justement à l'abbé Marcel du côté de l'Italie, à qui on fait un coucou depuis la ferme de Los Conejos du côté des phoques à Obala. Merci. Alors, Monsieur Arnaud, nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Alors, nous vous remercions pleinement de l'attention portée, n'est-ce pas, à Conseil agronomique. Et au besoin, si on a d'autres questions ou bien si on a d'autres revendications, nous viendrons vers vous, n'est-ce pas, pour avoir plus d'éclaircies, si vous le permettez, bien sûr. Bien sûr, je reste disponible puisque c'est ça qui fait notre force. Autrefois, les éleveurs ont cru qu'en évoluant seul, ils devaient arriver quelque part. Mais avec l'expérience, on comprend que l'union fait la force. Donc ensemble, on ira très loin. Alors seul, on part vite, mais on n'arrive pas. Alors, toi qui nous regardes actuellement, n'oublie pas, toute question, on l'attend sur la page Conseil agronomique. Alors, tu peux liker, laisser un commentaire et t'abonner. N'oublie pas surtout de partager et rendez-vous à la prochaine vidéo.